Mon gendre ne savait pas que je possédais l'entreprise dont il est le PDG. Il m'a toujours vu vivre modestement. Un jour, il m'a invité à dîner avec ses parents. Je voulais voir comment il traiterait un homme pauvre. Jusqu'à ce qu'il fasse glisser une enveloppe sur la table. 2 minutes plus tard. Ils disent que la meilleure vengeance, c'est de bien vivre. Mais je vais vous confier un petit secret. La vraie meilleure vengeance, c'est d'être assis en face de vos ennemis à la table du dîner et de les laisser penser qu'ils ont déjà gagné. Bienvenue à nouveau dans la vraie vengeance de papa. Prenez vos snacks, installez-vous confortablement, et rappelez-vous, les personnes dans ces histoires ont eu toutes les chances de bien se comporter. Elles ont juste fait le mauvais choix. Laissez un commentaire et n'oubliez pas de vous abonner. Vous allez adorer ici. Le truc avec les riches, c'est que personne ne vous croit quand vous avez l'air pauvre. Je le pense littéralement. Je conduis un Toyota Tacoma de 2006 avec une fissure dans le rétroviseur côté passager que je devais réparer depuis 3 ans. Je porte une montre Casio. Pas ironiquement, pas comme une bizarrerie de milliardaire. Je l'aime juste. Elle donne l'heure. Elle n'a pas besoin d'être rechargée. Que voulez-vous de plus d'une montre? Je m'appelle Franck Coloulton et depuis 22 ans, je suis propriétaire de Colton Marsh Industries, un conglomérat de fabrication et de logistique qui se situe discrètement dans le top niveau de son secteur. Nous déplaçons des produits dans 14 États. Nous employons un peu moins de 4000 personnes. L'année fiscale dernière, nous avons affiché un chiffre qui vous glacerait le sang si je vous le disais. Mais si vous m'abordez un mercredi matin devant ma maison à Beckley, en Virginie-Occidentale, en train d'arroser mes tomates avec une chemise en flanelle et des sabots de jardin usés, vous me proposeriez un bon de réduction, pas une place au conseil d'administration. C'est exactement comme ça que j'aime ça. Maintenant, ma fille Lassie, Dieu la bénisse, n'a pas hérité de mon amour de l'invisibilité. Elle est brillante, elle est belle, elle a le rire de sa mère et, malheureusement, le goût de sa mère pour les hommes dramatiques. Quand elle a ramené Clayton High à la maison pour la première fois il y a 3 Thanksgiving, je lui ai serré la main, les regardé dans les yeux et j'ai pensé, cet homme ne s'est jamais entendu dire non de toute sa vie. On peut toujours le dire, il y a une brillance particulière chez les gens comme ça. Comme si le monde les avait polis toute leur vie. Clayton n'était pas une mauvaise personne. Je veux que ce soit clair. Du moins, c'est ce que je n'arrêtais pas de me dire. Il était intelligent, bien habillé, confiant d'une manière qui remplissait les pièces. Quand je l'ai discrètement soumis à notre processus de vérification interne oui, j'ai vérifié le petit ami de ma fille, je ne m'en excuse pas. Ses chiffres étaient solides. Ses instincts étaient aiguisés. Alors, quand Lassie m'a dit qu'elle était sérieuse à son sujet, j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait pour aucune embauche en 22 ans. J'ai été promu par l'émotion. J'ai fait de Clayton High le PDG de Colton Marsh Industries. Il n'avait aucune idée pour qui il travaillait vraiment. Pour autant que Clayton le sache, il avait été chassé par un cabinet prestigieux, interviewé par un panel de cadres, et avait obtenu le poste au mérite pur, ce qui, pour être juste, était en grande partie vrai. J'ai juste un peu graissé la patte. Lassie le savait, bien sûr, elle trouvait ça à la fois doux et insensé. Papa, dit-elle le soir où je lui ai annoncé, assise à mon comptoir de cuisine avec une tasse de tisane à la camomille. Tu comprends que c'est le scénario d'un feuilleton. Je préfère y voir une planification familiale stratégique, lui dis-je. Elle me jeta ce regard. Vous les pères, vous connaissez ce regard. Celui qui dit, je t'aime et tu es complètement malade. Pendant 14 mois, tout allait bien. Clayton a bien géré l'entreprise, mieux que ce que j'espérais, honnêtement, ce qui m'a à la fois plu et agacé, car cela signifiait que Lassie avait meilleur goût que je ne lui en donnais, et je n'étais pas encore prêt à l'admettre. Puis, un jeudi soir de mars, Clayton m'a appelé. Pas comme un gendre. Il m'a appelé comme il le faisait toujours, chaleureux, respectueux, légèrement théâtral, comme le sont les jeunes cadres quand ils pensent parler à un vieil homme simple. Franck, dit-il, je voudrais que tu viennes dîner, rencontrer mes parents comme il faut. Ils sont en ville pour le week-end. Honnêtement, ils ont beaucoup parlé de toi depuis un moment. Quelque chose dans mon estomac a bougé quand il a dit ça. Pas une alarme exactement, plus comme la sensation que vous avez quand un mot vous est familier, mais que vous ne parvenez pas à situer où vous l'avez entendu. Ils ont parlé de moi, dis-je. Oui, dit-il,
et il y eut une demi-seconde de pause qui dura un peu trop longtemps. Tu sais comment sont les parents, ils veulent savoir qui leur fils a épousé. J'ai failli dire non. Mon instinct me parlait assez clairement. Mais il y a une version de moi, la version qui a passé 30 ans à construire quelque chose à partir de rien. La version qui a été testée et en est sortie, qui ne fuit pas les intuitions. Il marche vers elle lentement, les mains dans les poches. Bien sûr, dis-je. Dis-moi où. Le restaurant s'appelait Aldridge, le genre d'endroit où le menu n'a pas de prix et où le personnel se présente par son prénom, et vous regarde dans les yeux comme s'il avait été formé pour cela. J'ai volontairement porté ma chemise en flanelle la plus propre. Clayton m'a rencontré à l'entrée, fraîchement coiffé, portant une veste qui coûtait probablement plus cher que ma première voiture. Il a regardé ma chemise, et à son crédit, à son vrai crédit, il n'a pas bronché. « Tu as l'air super », a-t-il dit. « J'ai l'air d'un homme qui a trouvé où se garer », ai-je répondu. Il a ri. Moi non. À l'intérieur, Stuart et Norma y étaient déjà assis. Maintenant, il faut que vous compreniez quelque chose sur les premières impressions. D'après mon expérience, les gens qui ont fait quelque chose de mal surcorrigent toujours quand ils vous rencontrent. Ils sont trop chaleureux, trop accueillants. Le sourire arrive avant les yeux. Stuart Hay se leva et me serra la main à deux mains, la poignée de main à deux mains, qui, d'après mon expérience, signifie soit que vous êtes profondément sincère, soit que vous êtes profondément calculateur, et dit, « Frank, nous avons tellement entendu parler de vous. S'il vous plaît, asseyez-vous. Asseyez-vous. » Norma me toucha le bras et dit que j'avais l'air merveilleusement à l'aise, ce qui est la façon coûteuse de dire qu'elle avait repéré ma flanelle et l'avait classée dans la catégorie « pas une menace ». Bien. Nous avons commandé. Nous avons fait des petites conversations. Clayton a parlé de l'entreprise avec prudence, comme il le faisait toujours avec moi, en gardant les détails vagues, parce qu'il pensait être une courtoisie professionnelle. Stuart a posé des questions sur ma petite propriété à Beckley, que Lassie avait apparemment mentionnée. Je lui ai dit que je cultivais des tomates. Il a hoché la tête, comme les gens qui ont cessé d'écouter. Et puis, environ 40 minutes plus tard, juste entre l'entrée et le moment où je commençais à penser que j'avais peut-être tout imaginé, Stuart a fouillé dans la poche intérieure de son blazer. Il en a sorti une enveloppe, de couleur crème, épaisse, le genre d'enveloppe qui ne vient pas d'une pharmacie. Il l'a posée sur la table devant moi, doucement, délibérément. La façon dont on pose quelque chose quand on veut que l'autre personne comprenne que ce qu'il y a dedans est important. Il a croisé les mains. Norma a pris son verre de vin. Clayton, et c'est la partie à laquelle je reviens toujours. Clayton a baissé les yeux sur son assiette. Frank, dit Stuart, sa voix baissant juste assez pour signaler que nous ne faisions plus de petites conversations. Nous voulions nous asseoir avec vous depuis longtemps. Il y a des choses sur le passé, sur votre histoire, qui, selon nous, méritent une conversation. J'ai regardé l'enveloppe. J'ai regardé Stuart. J'ai regardé Clayton, qui étudiait toujours son saumon comme s'il lui devait de l'argent. Et j'ai pensé, voilà. 22 ans de construction. 22 ans de silence, 22 ans à croire que ce qui s'était passé avec Victor Marsh était resté enterré là où je l'avais mis. J'ai pris mon verre d'eau, j'ai bu une longue gorgée. Stuart, dis-je, en le reposant avec un léger clic. Avant d'ouvrir ça, je pense que vous devriez savoir quelque chose sur moi. Il sourit, patient, confiant, le sourire d'un homme qui détient, selon lui, toutes les cartes. J'écoute, dit-il. Je me penchai en avant. Je ne m'assois jamais à une table que je n'ai pas déjà renversée. L'enveloppe était posée entre nous comme une grenade dont la goupille avait déjà été tirée. Et personne à cette table, ni Stuart, ni Norma, pas même Clayton, ne savait lequel de nous tenait déjà la goupille. Si vous êtes arrivés jusque-là, faites-nous une petite faveur. Abonnez-vous. Beaucoup de gens regardent sans jamais le faire, mais cela ne vous coûte rien et signifie tout pour nous. Merci sincèrement. Je n'ai pas ouvert l'enveloppe tout de suite. C'est important, car tout le jeu, et ne vous y trompez pas, c'était absolument un jeu, dépendait de qui clignait des yeux en premier. Stuart Hay avait passé ce que j'imaginais être un temps considérable à préparer ce moment. Le restaurant, le timing, l'enveloppe couleur crème, placée juste comme il faut. C'était une chorégraphie, et la chorégraphie ne fonctionne que si l'autre personne suit les étapes que vous avez définies pour elle.
Je n'avais aucune intention de danser, alors j'ai pris ma fourchette, j'ai coupé mon steak, j'ai mâché lentement et j'ai laissé le silence s'installer sur cette table comme un cinquième invité que personne n'avait invité. Norma a bougé sur sa chaise. Le sourire patient de Stuart a développé une petite fissure dans le coin gauche. Clayton n'avait toujours pas levé les yeux. Finalement, après ce que j'ai compté comme 45 secondes très satisfaisantes, j'ai posé ma fourchette, j'ai essuyé ma bouche avec la serviette en tissu et j'ai tendu la main vers l'enveloppe. À l'intérieur se trouvaient des documents photocopiés, mais propres, organisés avec une netteté délibérée qui indiquait qu'un avocat les avait touchés. Je ne les ai pas lus immédiatement. Je n'en avais pas besoin, car au moment où mes yeux se sont posés sur le nom en haut de la première page, toute ma poitrine est devenue froide et complètement calme en même temps. Victor Marsh. Laissez-moi vous parler de Victor Marsh. En 1987, Victor Marsh et moi étions partenaires. Nous avions 26 ans, fauchés de la manière spécifique que seuls les jeunes hommes avec une énorme ambition et zéro capital peuvent être fauchés. Et nous avions un plan pour construire quelque chose. Un petit atelier de fabrication à Columbus. Rien de glamour. Des pièces métalliques pour équipements industriels. Le genre d'entreprise qui ne fait pas les gros titres, mais qui fait fonctionner le monde. Pendant 4 ans, nous l'avons construite ensemble. Et pendant 4 ans, j'ai ignoré tous les signes que Victor n'était pas l'homme que je croyais qu'il était. Il détournait des fonds. Pas de manière dramatique, pas tout d'un coup. Comme le font les termites, tranquillement, constamment, jusqu'à ce que la structure soit creuse, et vous ne le savez pas avant de vous appuyer sur le mauvais mur. En 1991, Victor avait siphonné suffisamment de nos comptes communs pour financer une opération distincte, un concurrent entièrement construit sur le dos de clients qu'il avait débauchés, en utilisant nos contacts propriétaires et mes relations. Quand j'ai découvert, je n'étais pas en colère de manière bruyante. Je suis devenu très, très silencieux. J'ai passé 6 mois à tout documenter, chaque transaction, chaque contrat détourné, chaque signature falsifiée. Et quand j'en ai eu assez, quand le dossier était assez épais pour le faire tomber de 17 manières différentes, je me suis assis en face de Victor Marsh, dans ce même petit bureau de Columbus. Et je lui ai donné un choix, soit il s'en va, dissout sa firme concurrente, cède sa participation restante et disparaît, soit je porte tout ce que j'ai au bureau du procureur, et il passe la décennie suivante à s'expliquer devant un jury. Victor Marsh a choisi de disparaître. J'ai reconstruit seul, et j'ai juré de ne plus jamais faire confiance à un partenaire. Ce que je ne savais pas, ce que je n'avais aucun moyen de savoir, c'est que Victor Marsh avait un frère plus jeune, de 15 ans son cadet, un garçon qui avait peut-être 11 ans quand tout cela s'est passé. Un garçon qui a grandi en entendant une version de l'histoire d'un homme brisé qui n'a jamais admis ce qu'il avait réellement fait. Un garçon nommé Stuart. J'ai levé les yeux des documents. Stuart me regardait avec l'intensité concentrée d'un homme qui avait attendu très longtemps ce moment précis. « Où avez-vous eu ça ?» ai-je demandé doucement. « Victor a gardé des dossiers » a dit Stuart. « Ses propres dossiers. Tout ce que vous lui avez fait, Frank. Chaque menace, chaque ultimatum, la façon dont vous l'avez forcé à quitter une entreprise qu'il avait aidé à construire. » J'ai hoché la tête lentement. « Et vous les détenez depuis combien de temps ?» « Assez longtemps, dit-il. Victor est décédé il y a 4 ans. Cancer du poumon. Il est mort sans rien, Frank. Rien. À cause de ce que vous lui avez pris. Et voilà. Le chagrin sous la stratégie. Je veux être honnête avec vous. Je l'ai ressenti, une petite douleur sourde pour la version de cette histoire qui était réelle pour Stuart, car il y croyait sincèrement. Stuart, dis-je prudemment, je suis désolé pour votre frère. Je ne veux pas de vos condoléances. Je sais. Que voulez-vous ? Il se pencha en avant. Je veux que vous démissionniez. Discrètement, de tout rôle que vous jouez encore chez Colton Marsh, je veux un règlement financier formel. Le montant est dans l'enveloppe, payé à ma famille en guise de restitution pour ce que Victor a perdu. Et je veux que ce soit fait avant que le nom de mon fils ne soit attaché à ce qui suivra. Et c'est alors que Clayton a enfin levé les yeux. Je veux décrire ce que j'ai vu sur le visage de Clayton à ce moment-là, car cela a une importance énorme pour tout ce qui suit. Ce n'était pas le visage d'un conspirateur. C'était le visage d'un homme qui venait d'entendre quelque chose qu'il n'était pas entièrement prêt à entendre à voix haute. Il y avait de la couleur dans sa mâchoire.
Ses yeux passaient de son père à moi et inversement avec la panique particulière de quelqu'un à qui on avait dit que c'était juste un dîner et qui réalisait maintenant que ce n'était jamais juste un dîner. Papa, commença Clayton. Clayton. La voix de Stuart était une porte fermée. Clayton ferma la bouche. J'ai observé cet échange et l'ai soigneusement enregistré. Depuis combien de temps savez-vous, ai-je demandé directement à Clayton. Il ouvrit la bouche, la referma, regarda son père. Clayton, dis-je plus doucement cette fois. Je vous demande à vous, pas à lui. Il expira, se frotta l'arrière du cou. Je savais qu'il y avait une histoire entre nos familles. Papa me l'a dit quand Lassie et moi sommes devenus sérieux, dit-il. Il a dit qu'il y avait une dette à régler et que ma proximité avec vous était, il s'est arrêté. Une opportunité, dis-je. Il ne répondit pas, ce qui était une réponse en soi. Norma choisit ce moment pour poser sa main sur la mienne avec une chaleur si fabriquée que j'ai failli vérifier si elle avait un reçu. Frank, cela ne doit pas être désagréable, dit-elle. Nous sommes une famille maintenant. Il s'agit de remettre les choses en ordre. J'ai regardé sa main sur la mienne. J'ai regardé son visage. J'ai regardé le sourire qui était prêt et attendait depuis avant que j'entre par la porte. Norma, dis-je agréablement. J'ai besoin que vous entendiez la suite très clairement. Parce que voilà le truc avec un homme qui fait ça depuis 30 ans. Vous n'entrez pas dans une pièce comme celle-ci les mains vides. Pas quand votre instinct vous a chuchoté toute la semaine avant le dîner. Pas quand un nom comme Victor Marsh est encore quelque part dans votre passé. J'avais passé mes propres coups de fil. J'ai posé ma propre enveloppe sur la table. Plus petite, blanche, d'apparence anodine. Les dossiers de Victor sont incomplets, dis-je. Ce qui est logique, car un homme qui construit un faux récit a tendance à ne garder que les pages qui soutiennent sa version. Les yeux de Stuart se posèrent sur mon enveloppe. Ce que j'ai ici, continuai-je, ce sont les relevés bancaires originaux de notre compte joint entre 1989 et 1991, les schémas de retrait. Les virements vers une société écran enregistrée sous le nom de jeune fille de la femme de Victor. La correspondance, y compris 3 courriels dans lesquels Victor discutait explicitement de son plan pour reproduire notre liste de clients et lancer une firme concurrente en utilisant notre infrastructure. J'ai aussi un affidavit signé d'un homme nommé Dalpuy, le comptable de Victor à l'époque, qui a 71 ans, est en parfaite santé, et est absolument disposé à témoigner de ce qu'il a traité sur les instructions de Victor. Le visage de Stuart avait changé. La confiance patiente avait disparu. À sa place, il y avait quelque chose de brut, quelque chose qui, sous la colère, ressemblait presque à de la peine. Vous l'avez détruit, dit-il. Sa voix avait perdu sa finition de dîner mondain. Il s'est détruit lui-même, dis-je. Et puis il vous a raconté une histoire qui lui a permis de mourir en se sentant victime, au lieu de ce qu'il était réellement. Vous l'avez menacé. Vous l'avez forcé. Je lui ai donné le choix, dis-je, le même choix que la loi lui aurait donné, mais avec beaucoup moins d'humiliation publique. Ce qu'il a fait de ce choix lui appartenait entièrement. Stuart se leva. Pas de façon dramatique, juste le lent mouvement d'un homme dont les jambes ont pris une décision avant que son cerveau ne le comprenne. Norma lui toucha le bras. Asseyez-vous, Stuart, dis-je doucement. S'il vous plaît, car cette conversation n'est pas terminée, et la partie restante, celle qui importe vraiment, concerne votre fils. Et pour la première fois depuis que je m'étais assis, je vis sur son visage quelque chose qui n'était ni de la panique, ni de la performance, ni la confiance répétée d'un homme élevé à s'attendre à ce que le monde s'organise autour de lui. J'ai vu quelque chose qui ressemblait remarquablement à de la honte. Clayton, dis-je, j'ai besoin de te dire quelque chose, et j'ai besoin que tu m'écoutes comme tu écouterais si j'étais juste Frank. Pas ton beau-père, pas un vieil homme en chemise à carreaux, juste Frank. Il hocha à peine la tête, mais il hocha. Je me penchai en avant. Je sais qui tu es. Je l'ai su avant que tu ne franchisses la porte de ma fille. Et ce que je suis sur le point de te dire va changer absolument tout ce que tu penses comprendre de ta vie des 14 derniers mois. Le serveur apparut au bord de la table. Puis-je vous offrir un dessert, demanda-t-il joyeusement. Nous le regardâmes tous les 4. Il recula lentement. Clayton était sur le point de découvrir que le vieil homme silencieux en chemise de flanelle n'était pas un invité dans son monde. Il en était l'architecte, et les plans étaient sur le point d'atterrir sur la table.
Si vous écoutez depuis un moment et que vous voulez que des histoires comme celle-ci continuent d'arriver, cela aide vraiment si vous appuyez sur le bouton j'aime et vous abonnez. 97% des gens ne le font jamais, mais c'est ce qui fait que tout cela fonctionne. Alors, merci pour de vrai. Je veux vous dire quelque chose sur le mot révélation. Les gens pensent qu'une révélation est dramatique. Ils pensent qu'elle s'accompagne de voix fortes et de doigts pointés, et de quelqu'un qui quitte la pièce en claquant la porte. Ils ont trop regardé de films. D'après mon expérience, les révélations les plus dévastatrices se produisent avec les voix les plus calmes, celles qui n'ont pas besoin de volume parce que les mots eux-mêmes sont assez lourds pour clouer un homme à sa chaise sans poser un seul doigt sur lui. Je me suis versé un verre d'eau, j'ai bu une gorgée, je l'ai posé, et j'ai commencé. Clayton, dis-je, que sais-tu de la façon dont tu as obtenu ton poste? Il se redressa légèrement. Le réflexe de PDG, l'assemblage automatique du calme que je l'avais vu déployer dans les salles de réunion pendant plus d'1 an. J'ai été chassé de tête, dit-il. Cabinet de recrutement de cadres. J'ai passé des entretiens avec le conseil d'administration. C'était un processus compétitif. C'était vrai, j'acquiesçais, complètement légitime. Tes chiffres étaient solides. Tes instincts étaient bons. Je veux que tu retiennes cette partie, parce qu'elle est vraie et elle compte. Que voulez-vous dire? Vous voulez que je retienne cette partie? Je veux dire, dis-je lentement, que la firme de recrutement qui t'a chassé a été contractée par moi. Le conseil d'administration avec lequel vous avez eu des entretiens me rendait compte. Le poste que vous occupez depuis 14 mois, celui avec le bureau d'angle au 19e étage, l'indemnité de voiture et le salaire que je connais parce que je l'ai approuvé, existe au sein d'une entreprise que je possède entièrement. Que je possède depuis 22 ans. Le froncement de sourcils s'accentua, puis s'arrêta. Ensuite, son visage fit quelque chose que je ne peux décrire que comme un lent arrêt du système, comme un ordinateur qui a reçu des informations qu'il ne peut pas traiter et qui s'arrête simplement. Votre commença-t-il? Frank Coloulton, dis-je, fondateur et unique propriétaire de Colton Marsh Industries. Le Marsh et dans le nom était celui de Victor. Je l'ai gardé parce que j'ai construit cette entreprise sur la leçon qu'il m'a enseignée et je n'ai jamais voulu l'oublier. Vous avez dirigé mon entreprise, Clayton, rapporté à mes cadres, signé mes contrats, assis sur une chaise que j'ai placée. Silence absolu. Stuart s'était rassis à un moment donné pendant tout ça. Je n'avais pas remarqué quand. Il ressemblait à un homme regardant un bâtiment qu'il avait passé des années à construire s'effondrer tranquillement, étage par étage. Pourquoi, dit Clayton. C'est sorti plus jeune qu'il ne l'avait voulu, dépouillé de la finition de la salle de réunion, juste un homme posant une question sincère. Pourquoi auriez-vous fait ça? Norma fit un bruit quelque part entre un halètement et un ricanement. Alors, tout cela n'était qu'une sorte de test? Non, dis-je en me tournant vers elle avec une patience que je veux que vous compreniez comme étant tout à fait sincère. C'était moi qui étais un père. Il y a une différence. J'ai laissé un instant à Clayton, car ce que je venais de lui donner était un lourd fardeau, et je ne suis pas un homme cruel. Je voulais qu'il retrouve son équilibre avant la partie suivante, car la partie suivante allait lui demander de prendre une décision. Et les décisions prises en pleine chute libre sont rarement celles que l'on assume plus tard. Il passa les 2 mains dans ses cheveux, expira par le nez, regarda la nappe un long moment. Puis il regarda son père et je vis quelque chose bouger dans les yeux de Clayton Eye que je n'avais pas anticipé. Ce n'était plus de la confusion. Ce n'était pas de la honte exactement. C'était quelque chose de plus froid et de plus clair. Depuis combien de temps, dit-il à Stuart, calme, direct. Stuart ne dit rien. Papa. La voix de Clayton avait un ton que je n'avais jamais entendu auparavant. Depuis combien de temps savais-tu qui était Frank? Depuis combien de temps? Stuart redressa ses boutons de manchette. Une tactique de délai si transparente qu'elle en était presque triste. J'ai commencé à me douter quand tu m'as dit le nom de la compagnie, Colton Marsh. Victor m'avait parlé de Colton il y a des années. J'ai fait quelques recherches. Quand je t'ai dit le nom de la compagnie, répéta Clayton lentement, ce qui veut dire avant que Lassie et moi ne soyons fiancés. Je protégeais notre famille. Tu m'as positionné, dit Clayton. Les mots sortirent plats et précis, comme s'il lisait un document. Tu as découvert pour qui je travaillais et tu as vu une opportunité. Tu m'as laissé tomber amoureux de Lassie.
Tu l'as encouragé parce que tu pensais que j'étais ton moyen d'entrée. Norma tendit la main vers celle de son fils. Chérie, ton oncle Victor mérite. Non. Clayton retira sa main. Ne parle pas de Victor maintenant. Je suis resté immobile, car ce qui se passait de l'autre côté de la table n'avait plus rien à voir avec moi, et tout à voir avec un jeune homme qui voyait son père clairement, peut-être pour la première fois. Et la meilleure chose à faire à ce moment-là était de ne rien faire du tout. Stuart tenta une autre approche. L'angle paternel. Celui qui apparaît quand la logique échoue. Tout ce que j'ai fait était pour cette famille, Clayton. Cet homme a tout pris à ton oncle, à notre famille. Tu étais enfin en position de. De quoi? La voix de Clayton craqua sur le mot, puis se durcit immédiatement après, comme le font les voix des jeunes hommes quand ils refusent de laisser l'émotion terminer une phrase. T'aider à extorquer mon beau-père? Utiliser la famille de ma femme pour régler une rancune vieille de 30 ans, à propos d'une histoire qui, d'après ce que Frank vient de poser sur cette table, n'était même pas vraie. Stuart n'avait pas de réponse à cela. Je pris à nouveau mon verre d'eau, principalement pour donner quelque chose à faire à mes mains. Après un long moment, Clayton se tourna de nouveau vers moi. Son visage était maintenant composé, délibéré. Je le reconnus. C'était le visage qu'il portait lorsqu'il entrait dans des réunions de conseil difficiles. C'était, réalisai-je, avec une fierté tranquille que je gardais entièrement pour moi. Le visage d'un PDG. Je vous dois des excuses, dit-il. Non, dis-je. Vous ne saviez pas. Je savais assez pour sentir que quelque chose n'allait pas ce soir, et je suis venu quand même. Il dit, je me suis assis à cette table pendant que mon père posait cette enveloppe devant vous, et j'ai regardé mon assiette. Ce n'est pas qui je veux être. Je le regardai longuement. Non, dis-je, ça ne l'est pas. Et le fait que vous le sachiez est exactement pourquoi vous avez encore un emploi lundi matin. Quelque chose traversa son visage. Le soulagement essayant d'être digne. Quant à vous, dis-je, en me tournant vers Stuart. Il leva le menton. La dernière posture d'un homme qui a perdu et n'a pas fini de faire semblant du contraire. Ces documents que vous avez apportés ce soir, dis-je, en désignant l'enveloppe couleur crème toujours posée sur la table, sont incomplets, trompeurs, et dans le contexte de ce que j'ai présenté à côté d'eux, entièrement inoffensifs pour moi. Je veux que vous le sachiez. Je veux que vous compreniez que vous êtes venu ici ce soir avec ce que vous pensiez être une arme, et qu'il s'est avéré que ce n'était qu'une photographie d'une arme. Stuart ne dit rien. Sa mâchoire travaillait, mais aucun son n'en sortait. Je ne poursuivrai rien en justice contre vous, continuai-je. Non pas que je ne le pourrais pas, mais parce que Victor était votre frère et que le deuil fait faire aux gens des choses que la version non blessée d'eux-mêmes ne ferait jamais. Je comprends cela. Je suis sincèrement désolé de la façon dont il vous a raconté cette histoire, et je suis désolé que vous l'ayez portée pendant des années. Les yeux de Norma étaient humides. Elle regardait la nappe. J'ai presque eu pitié d'elle. Presque. Mais j'ai besoin que vous entendiez la suite, dis-je clairement, car je ne le dirai qu'une seule fois. Je me penchai en avant. Clayton est le PDG de mon entreprise. Lassie est ma fille, depuis ses 25 ans il y a 3 mois, actionnaire majoritaire de cette même entreprise. Votre fils a épousé quelqu'un qui est entré dans quelque chose dont vous avez passé des années à essayer de prendre un morceau. Et la seule raison pour laquelle tout cela lui reste accessible, et par extension à votre famille, c'est parce qu'il vient de me prouver, ces 10 dernières minutes, qu'il n'est pas vous. Le silence qui a suivi cette phrase fut le silence le plus cher que j'ai jamais acheté, et je n'ai pas dépensé un seul dollar pour cela. Stuart a pris sa serviette, l'a pliée, l'a posée sur la table à côté de son assiette. Le geste d'un homme qui n'a plus rien à faire de ses mains. Nous devrions y aller, dit-il à Norma. Doucement, elle hocha la tête. Ne me regarda pas. Ne regarda pas Clayton. Ils se levèrent. Stuart fouilla dans sa veste. Par réflexe, je pense, vers l'enveloppe, puis s'arrêta. La laissa là. Intelligent. Il s'arrêta à l'épaule de Clayton en sortant. Mon fils, je t'appellerai. Clayton dit, plus tard. Pas ce soir. Plus tard. La distance dans ces deux mots aurait pu remplir le restaurant. Stuart et Norma y sont sortis d'Aldridge, et je les ai regardés partir sans ressentir de drame,
juste la sensation tranquille et apaisée d'une chose inachevée depuis 30 ans, enfin rangée proprement sur une étagère. Clayton et moi sommes restés en silence un instant. Le serveur est réapparu, Dieu le bénisse, avec la confiance d'un homme qui avait décidé que la tempête était passée. « Un dessert » demanda-t-il. Clayton me regarda. Je regardai Clayton. « Tu sais quoi » dis-je, « oui. » « C'est quoi le truc au chocolat » De ça, dis-je. « Et du café. » « Du vrai café, pas ces bêtises décaféinées. » Le serveur disparut. Clayton laissa échapper un soupir qui semblait attendre depuis avant les apéritifs. « Frank, dit-il. Oui, j'ai besoin de te poser une question, et j'ai besoin que tu sois toujours honnête avec moi. » Il me regarda droit dans les yeux. « Me faites-vous vraiment confiance pour diriger l'entreprise ? » Pas en tant que mari de Lassie. En tant que PDG. J'ai réfléchi à la question comme elle méritait d'être réfléchie. Il y a 6 mois, dis-je, vous avez restructuré la chaîne de distribution du Midwest et nous avez fait économiser 4,3 millions par an. Vous l'avez fait sans qu'on vous le demande. Vous avez identifié le problème, construit la solution et l'avez présenté au conseil avant même que je sache qu'il y avait un problème. Je fis une pause. Alors, oui, je vous fais confiance. Il hocha lentement la tête, réfléchissant. Mais, ajoutai-je, il leva les yeux. Lundi matin, vous et moi aurons une vraie conversation. Pas de beau-père à gendre, pas de propriétaire à PDG, 2 hommes. Une conversation honnête sur ce que nous savons tous les deux et sur la façon dont nous allons avancer. Plus de lacunes. Plus de mystère de la chemise en flanelle. Le coin de sa bouche bougea. Vous n'allez vraiment pas arrêter de porter la flanelle, n'est-ce pas ? La flanelle n'est pas négociable, dis-je fermement. Il rit. Un vrai rire. La première chose réelle que j'avais entendue de lui de toute la soirée. Les gâteaux au chocolat arrivèrent. Nous les avons mangés. Le chocolat était d'une obscénité délicieuse. J'ai pris note de donner un pourboire généreux au serveur en partant, car honnêtement, l'homme l'avait mérité. Je suis rentré chez moi dans mon Toyota Tacoma de 2006 avec le rétroviseur passager fissuré. La ville défilait devant les fenêtres et je la laissais faire. J'ai pensé à Victor Marsh, le jeune homme qu'il était avant que l'avidité ne s'accroche à lui. J'ai pensé à Stuart, assis quelque part ce soir avec une histoire qu'il devrait reconstruire de fond en comble. J'ai pensé à Clayton qui rentrait chez ma fille, essayant de comprendre comment expliquer une soirée qui avait réorganisé toute sa compréhension de sa propre vie. J'ai pensé à ce que cela signifie de construire quelque chose, pas seulement une entreprise. Une façon de traverser le monde qui signifie que, quand quelqu'un vient enfin vous chercher et quelqu'un finit toujours par venir vous chercher ou vous n'êtes pas pris au dépourvu à la table du dîner. Vous êtes déjà chez vous. J'ai garé ma voiture dans l'allée, je suis resté assis dans le camion pendant 1 minute, j'ai regardé ma maison, modeste, chaleureuse, illuminée de l'intérieur parce que Lassie était passée plus tôt et n'oublie jamais d'éteindre la lumière de la cuisine. Mon téléphone a vibré. Un SMS de Clayton. J'ai tout dit à Lassie. Elle dit que vous êtes impossible et qu'elle vous aime. Aussi, elle dit que le truc de la flanelle est gênant et qu'elle est d'accord avec moi. J'ai souri à mon téléphone dans l'obscurité, j'ai répondu, dis-lui que la flanelle a bâti son héritage. J'ai mis le téléphone dans ma poche, je suis sorti du camion, j'ai marché jusqu'à ma porte d'entrée. Quelque part à travers la ville, Stuart était assis avec une enveloppe vide et une histoire pleine de trous. Et j'allais rentrer chez moi, à mes tomates. Certains hommes construisent des empires pour prouver quelque chose. Frank Colloulton a construit le sien pour protéger quelque chose. Il y a une différence. Et ce soir, enfin, tout le monde à table l'a compris. Si vous avez aimé cette histoire, rejoignez notre communauté en appuyant sur le bouton j'aime et en vous abonnant pour plus d'histoires réelles, brutes et centrées sur la famille. Et comme toujours, merci de faire partie de cette sphère.